Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents lors de ce meet-up élastique. On me donne la chance de pouvoir m'exprimer sur le sujet de l'exploitation de la donnée pour obtenir du renseignement. Je vais me présenter pour commencer. Je m'appelle Nicolas Bloumine. J'ai 40 ans, j'ai fait 18 ans dans l'armée comme officier et depuis 3 ans, je suis freelance. Je suis à la fois prof dans plusieurs écoles comme à Télécom Paris, le SIEA, Sud de Vinci. Mais également, je suis en mission longue durée chez un équipementier automobile. Je ne citerai pas son nom, vous ferez une petite recherche sur internet et puis vous pourrez trouver quelques entreprises françaises ou européennes et puis vous arriverez à trouver facilement pour qui je travaille. Je suis responsable du SOC et du CSIRT, donc tout ce qui est détection et réponse aux incidents cyber pour cette entreprise-là, en tant que freelance. L'idée maîtresse que je vais développer au cours de cette présentation, c'est la suite élastique permet de manière simple et naturelle à la fois de collecter, de transformer et d'exploiter la donnée afin d'obtenir de l'information et d'en déduire du renseignement. C'est une solution qu'on utilise à la fois chez mon client, mais également que je pousse en école, à la fois lorsque je donne des cours d'OSINT, donc Open Source Intelligence, mais également lorsque je donne des cours de sécurité ou de CTI, forcément j'aborde aussi la partie data et la partie élastique est forcément abordée. Je vais développer ça au fur et à mesure. Mais j'insisterai vraiment sur la facilité d'utilisation lors de l'exploitation de la donnée. Le plan, c'est on va mettre vraiment au cœur de ce sujet la data, la data au cœur des investigations et de la veille. Ensuite, l'exploitation de la data pour mieux s'orienter. Et enfin, la collecte de la data pour mieux exploiter. Une citation, d'ailleurs que j'ai pris sur le site d'Orange. Mais je n'ai pas retrouvé l'auteur, j'ai pas eu le temps de chercher. Mais effectivement, la data est-elle l'or noir du XXIe siècle? En tout cas, moi, je peux vous répondre oui, à la fois pour la partie renseignement, donc défensif, mais aussi à la fois pour des hackers. La data se vend et ça coûte cher. Quelques définitions, j'ai mis ma source en gros, comme ça on est sûr de ne pas la louper. Un renseignement est une information estimée pour sa valeur et sa pertinence. Le renseignement se définit ainsi par opposition à la donnée, qui se réfère à la précision de l'information et au fait une constatation objective. Le renseignement se définit ainsi par son usage, c'est une information délivrée à un gouvernement ou une institution pour guider des prises de décision et des actions. Deuxième définition de Wikipédia. Par extension, le renseignement est l'ensemble des activités consacrées au traitement des renseignements. Orientation, recherche, analyse, diffusion. Donc là, on peut voir que se dresse un petit cycle du renseignement. Par métonymie, il fallait que je le cite, le renseignement désigne l'ensemble des organismes qui se consacrent à ces activités. Dans ce sens, le renseignement désigne notamment les services gouvernementaux de renseignement ou bien les unités militaires spécialisées. Lorsque j'étais à l'armée, on disait que le renseignement, c'était l'affaire de tous. Comme ça, quel que soit le niveau, quelle que soit l'entité, l'organisme, chacun est acteur du renseignement et fait partie de cette boucle-là. Toujours open source, j'ai mis ma source, donc ministère des Armées, donc là c'est la DRM, on va dire c'est un des services de renseignement étatique. Le cycle du renseignement, évoqué lors de la définition de Wikipédia, orientation, on va nous poser une question, on va se poser une question et on va devoir y répondre. Rechercher, donc on va aller collecter finalement de la donnée, collecter de l'information, collecter du renseignement. Après on va l'exploiter et enfin on va le diffuser. C'est le cycle du renseignement. Donc on peut le prendre comme finalement un train, on peut le prendre à plusieurs niveaux. Soit on commence par nous poser une question, on va essayer d'y répondre, soit on peut être en mode veille, donc on va avoir de la donnée, et on va essayer nous-mêmes de s'interroger. Est-ce que dans la donnée que j'ai, est-ce que dans les logs que j'ai, je ne suis pas attaqué? Tout simplement. Tout ça, je vais le développer un peu plus tard. Là, pour l'instant, je fais vraiment un gros parallèle militaire, mais finalement, ça sera très naturel pour vous, parce que c'est quelque chose que n'importe qui, finalement, ce processus peut appliquer dès le collège, finalement. Vous allez voir.
Donc, toujours dans le domaine militaire, c'est quelque chose que j'ai appris, donc je ne sais pas qui a fait son service militaire ou pas ici, ou qui a fait l'armée. Donc j'ai appris ça dès que je suis rentré à l'armée, je m'en souviens encore. Reconnaître, action qui consiste à aller chercher le renseignement d'ordre technique ou tactique sur le terrain ou sur l'ennemi, sur un point ou dans une zone donnée, en engageant éventuellement le combat. À l'armée éclairée, c'était sans engager le combat. Surveiller, donc on va voir ça comme mission offensive finalement. Donc je l'ai mis en rouge. Surveiller, mission ou mesure de sûreté ayant pour objet de déceler toute activité de l'ennemi en un point, sur une direction ou dans une zone, surveiller un intervalle dans le but d'alerter et de renseigner. Pareil, c'est open source, vous pouvez chercher sur Internet, TTA 150, vous aurez les références. Donc la collecte, je l'ai mis plutôt en bleu, en mode veille. Donc finalement, une mission d'OSINT, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que la collecte, elle est multicapteur, et bien évidemment, on peut mettre beaucoup de termes en int, comme intelligence. Donc, ce qui pourrait vous intéresser ici autour de la data, c'est quoi? C'est l'OSINT, Open Source Intelligence. Le SOC MINT, Social Media Intelligence, donc on va aller chercher sur les réseaux sociaux, qui n'est pas qu'open source. On peut utiliser des méthodes de hacking pour essayer d'être en relation avec des personnes qui ont un profil un peu plus sécurisé. Donc, il faut être seul le réseau premier de ces personnes-là auront accès à l'information, tout simplement. On peut avoir l'imagerie, ImInt, on peut avoir du GeoInt, on peut avoir du SingInt. Donc il y a plusieurs mots en int. Encore une fois, ça peut faire intelligent lors d'événements de sortir ce genre d'acronyme. J'ai cité le collège. Finalement, quand on est orienté, on va nous poser une question, une problématique. C'est comme une dissertation. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cette entreprise-là? Est-ce que cette action va monter ou pas en bourse? Donc on va nous orienter. Est-ce que cette personne-là est une menace pour mon entreprise? Donc on nous pose une question. Est-ce que je suis attaqué? On va essayer de chercher des arguments, donc via un SOR, comme on l'a vu juste avant, peut-être dans le SIEM, dans le Data Lake, dans n'importe quelle source de données. On va essayer de construire une argumentation et finalement de défendre notre idée maîtresse. La veille, il faut l'imaginer plutôt comme une synthèse de documents. On a plein de documents et il faut essayer de, là-dedans, trouver une problématique, essayer d'y répondre. On a déjà, dans les documents, l'ensemble des éléments. Donc, c'est-à-dire trouver l'aiguille dans la meule de foin. Donc là, j'ai un peu dressé le cadre. Donc maintenant, je vais vous donner des exemples un peu concrets de projets que des élèves ont pu réaliser en école. Donc, bien évidemment, je ne peux pas forcément, sans leur accord, présenter l'ensemble des projets ou de ce qui a été fait chez mon client également. Ça sera un petit peu anonymisé et je répondrai aux questions plus tard. Déjà, la cartographie pour mieux s'orienter. Donc là, on n'est pas dans les projets encore. La méthode, je vais essayer de ne pas oublier des Q. QQ au QCCP. Donc ça nous aide à faire une cartographie, une sorte de mind map, pour essayer de savoir vers où il faut aller. Quelles données j'ai besoin déjà pour construire cette cartographie, cette première mind map, afin d'aller chercher finalement la donnée, pour essayer d'y répondre, de répondre à ma question. En gros, c'est dans quelle action je voudrais investir pour une jeune start-up française qui est rentrée en bourse. Donc là, j'ai posé une question. Donc déjà, il faudrait peut-être redéfinir les termes du sujet. C'est quoi une start-up? Les start-up françaises, qu'est-ce qui a été créé? Donc ça nous donne des idées déjà sur où on pourrait aller chercher. Donc avec ce genre de méthodologie, on va essayer de rien oublier. On va essayer d'aller chercher sur société.com, verif.com, papers. On va essayer de chercher aussi les informations juridiques sur l'entreprise. Donc X informations. Là, par exemple, j'ai posé une question à un outil open source qui existe, qui s'appelle Carotte 2. Vous pourrez chercher sur Internet après. J'ai posé la question Elasticsearch. Ça fait quoi? Ça allait directement requêter par rapport à du référencement toutes les données, sûrement dans les pages web, par rapport à la description au title, les différents mots-clés, et ça nous a regroupé. Donc déjà, on peut avoir sous forme de nuage de mots, là encore c'est une possibilité aussi, d'avoir une idée de quoi on parle. Ça, ce que je vous montre là, peut être facilement réalisable aussi sur Kibana.
tout simplement. Donc l'objectif, et mon point de vue sur la vision de la donnée, c'est qu'elle évolue. Et il y a beaucoup d'acteurs, des profs finalement, qui donnent des cours d'OSINT. Ce qui me différencie, je pense, des autres profs, c'est peut-être la partie technique. Ils vont, eux, miser sur la qualité de la donnée, la qualité de l'enquête directement. Ils vont prendre le minimum d'éléments. Ce sera forcément très pertinent. Mais si demain, il faut refaire la même manip sur une autre cible, ils vont refaire la même chose. Y compris, chez mon client, dans le SOC, les tâches répétitives peuvent amener des erreurs, peuvent amener de la fatigue. Donc tout ce qui peut être automatisé doit être automatisé. Et j'apprends aux élèves à créer des connecteurs un peu à la mano. S'il y a des API, évidemment, il faut le faire. Il faut utiliser des API. Mais s'il n'y a pas d'API, il faut aller crawler, scraper, finalement, certains sites web. En demandant bien sûr l'autorisation. Je suis enregistré, évidemment, pour la partie privacy et RGPD. Tout simplement. La cartographie, donc, on revoit la même chose qu'on a vu avant sous la forme de mind map. Là, c'est très théorique, hein. Il y a des exemples après. Effectivement, quand on va nous demander de faire une enquête, tant en termes de sécurité par rapport à des alertes, une alerte de sécurité qui arrive, via le SIEM ou via un EDR, par exemple, c'est une question. Est-ce que cette alerte est un vrai positif ou c'est un faux positif? Est-ce que derrière, quels sont mes risques? Donc tout ça, on pourrait aussi faire une cartographie et se dire derrière quels sont, à quoi il faut penser, quel est l'impact, qui sont les personnes concernées. Donc une cartographie va aider à l'orientation. Donc avant de faire une cartographie, c'est là où on peut appliquer un premier cycle du renseignement pour dire je vais collecter un peu d'informations pour préparer ma cartographie pour me réorienter. D'ailleurs, quand on fait une dissertation, on va redéfinir tous les termes du sujet. Et après, on va essayer de bien écrire la problématique et l'idée maîtresse. Toujours un exemple. Là, j'ai cité... ah non, je n'ai pas cité OSINT Framework. Donc, c'est le site OSINT Framework. Là, je voulais sortir de l'automobile. J'ai pris des bateaux. Donc, quand on ne sait pas, on nous dit tiens, qu'est-ce qui se passe du côté maritime, sur un port français, ou quels sont les ports français? Je pose une question. Il y a déjà des frameworks qui existent. Donc n'allez pas réinventer l'eau chaude. L'open source sert à ça. Par contre, effectivement, ce que j'évoque là-dedans, c'est comme il y a plusieurs sites, il y a plusieurs sources, la donnée derrière, il ne faut pas mélanger les patates et les choux. Et pour ça, un SIEM peut être très utile de mettre au même standard et aux mêmes normes, finalement, standardiser et normaliser la donnée. Et ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de croiser l'information. Quand vous apprenez sur TF1 que il s'est passé tel événement, mais que c'est confirmé sur BFM TV, que c'est confirmé éventuellement sur CNN, on peut croire que l'information est pertinente. Quand vous lisez une information sur RT France ou sur AJ+, par exemple, est-ce que cette information, est-ce que la source est fiable? Est-ce que l'information est fiable? Je pose une question, je n'ai pas la réponse. Donc c'est bien de croiser l'information. Est-ce que c'est le cybercalifat qui a attaqué TV5 Monde en 2015? Je pose une question. Quand on nous dit que c'est oui, que finalement c'est bien de croiser l'information pour être sûr du résultat. Donc Elastic, ils ont un format sympa, on ne dit pas approcher, c'est le format ECS qui permet de standardiser et normaliser. Alors finalement, la data, ce cycle du renseignement, on peut l'appliquer à la fois quand on fait de l'offensif, également, donc je mets l'OSINT finalement dans on va aller chercher du renseignement, sans engager le combat. Donc on ne va pas reconnaître, on va éclairer. Le pen test, effectivement, on va aller collecter de la donnée, mais derrière, il faut l'exploiter. Quelles sont mes vulnérabilités? Quels sont mes risques? Comment les exploiter? Pour la partie Blue Team, c'est pareil. On a besoin aussi de savoir qu'est-ce que je dois protéger. Donc on a besoin d'avoir un état de santé du parc, d'avoir des alertes. Là, je mets des mots-clés pour faire penser un peu à Kibana. Observability,
Asset management, c'est pas cité, mais on peut en faire. Et justement, je montrerai un exemple. Alerting, la partie sécurité. Et ensuite, quand on fait la threat intelligence, qui était citée un petit peu avant, donc on parle de CTI, Cyber Threat Intelligence, contre quelle menace me protéger? Donc, par exemple, ça c'est une question qui est extrêmement difficile. On va essayer d'y répondre juste après. Quels sont leurs modes d'action, leurs TTP, leurs IOC, avec quels outils ils vont attaquer? À qui pourrait-on attribuer l'attaque? Donc tout ça, je pose des questions. Ça exige de passer d'une mode veille à un mode d'aller chercher du renseignement. Donc c'est pas linéaire, c'est vraiment une interaction systématique. Et chaque acteur, même dans un SOC, doit appliquer à son niveau une petite boucle du renseignement. Tiens, j'ai trouvé ça, je vais aller pivoter. Ce mot intéressant, on l'entend souvent en OSINT, c'est-à-dire en fait, on a trouvé une information, de la donnée, qui peut devenir de l'information, et derrière, je vais savoir qu'est-ce que je vais en faire. Ça, vous l'avez tous vu dans des films policiers. Ils mettent sur un mur, finalement, des bouts de laine ou des fils de laine pour lier les objets entre eux. En CTI, on a des formats qui existent, le format Stix. Sur Elastic, on peut aussi faire ça avec Graph. Par exemple, on arrive à connecter différents objets entre eux. Et finalement, quand on voit les données différemment de manière visuelle, c'est un peu plus parlant. Même si je parle Excel couramment, pour jouer à qui est-ce, pour savoir qui on cherche, bon, on a beau mettre des filtres dans tous les sens, à un moment on arrive à être limité. Effectivement, un SIEM, avec un moteur de recherche un peu plus puissant, va nous aider à mieux trouver finalement l'information dans cette meule de foin. Je pose une question là, quel master spécialisé à Télécom Paris? Donc, je fais de la pub pour Télécom Paris, donc là j'ai cité ma source. Donc soit vous arrivez à lire un CSV qui est assez basique ici, soit vous utilisez un outil en ligne. Encore une fois, vous le faites sur Kibana. Voilà, on sort un peu du cadre. Effectivement, la donnée, donc là je mets des métiers finalement liés à des masters. Et effectivement, on dit, tiens, moi si je veux devenir DevSecOps demain, quel master je pourrais faire pour avoir ce métier-là? De manière un peu plus, policière, si je prends la population, je prends la mafia d'un pays A, la mafia d'un pays B, et je prends le pays C, finalement, on va se dire, tiens, cette personne-là, qui n'est pas très visible dans la mafia du pays A, qui n'est pas trop visible dans la mafia du pays B, mais finalement, elle est vachement actrice dans la mafia du pays C, on va voir la donnée différemment. Et ça, sans ce genre de visualisation, c'est très difficile d'en tirer des conclusions. Donc effectivement, un SIEM, ou un outil d'exploitation de la donnée, de BI, je parle de BI, est très intéressant. Là, on va rentrer dans les exemples. Ça, c'était un sujet d'OSINT que j'avais donné. Alors, le plus dur pour moi, chaque année, c'est de trouver des sujets différents. J'essaie de trouver une dizaine de sujets, et j'arrive en cours en disant, prenez le sujet que vous voulez. En général, ils ont entre 18 et 32 heures de cours d'OSINT, et je fais un parallèle sur la CTI. Et ça peut être, trouvez-moi une maison ou un appartement dans cette localité-là. Évidemment, on peut faire des recherches très faciles sur des sites de petites annonces. Mais encore une fois, ma philosophie, c'est de dire que tout ce qui est fait une fois à la main doit être automatisé. Donc je suis très proche de certains éditeurs de WAF, parce que je les préviens quand je fais mes cours d'OSINT en disant attention, on va les scraper, on va les crawler ton site. Donc ils sont courants que j'interagis avec eux. C'est assez marrant d'ailleurs de se placer dans la peau offensive. Ça les aide eux à développer aussi leur défense anti-bot. Parce que finalement, le crawling ou le scrapping, ce sont des robots. On peut y faire des choses aussi anodines qu'on va aller juste faire un curl ou faire un... Je me connecte via mon navigateur, je fais un CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. Après, la donnée, elle est mal. Finalement, on a toutes les balises HTML. Donc, elle n'est pas parsée. C'est, crawler un site web ou scraper, c'est la même chose. Sauf que ça va être fait avec d'autres outils et qui vont... Voilà. Donc là, le sujet de ce groupe d'élèves, c'était
8 mois avant les présidentielles 2022. C'était quelle tendance on peut trouver sur les réseaux sociaux. C'était avant la primaire de la gauche. Donc là, on peut voir aussi, donc c'est assez petit, hein, l'option graphe, qui peut être vue dans un dashboard. Effectivement, mis à jour en temps réel, modulo l'ingestion des données, ça peut être très intéressant finalement d'avoir un peu les tendances et les opinions. On peut mettre des nuages, on peut mettre X vues pour en déduire du renseignement. Donc voilà. De toute façon, j'aurais changé. Hein. Si ça n'avait été pas le président, j'aurais fait en sorte de tricher. Mais bon, accessoirement, ils ont trouvé. Mais voilà, c'est vraiment des sujets ultra intéressants. Et certains élèves, donc je cite Elastic Kibana, donc je n'oblige pas à rentrer dans Elastic Kibana, mais il y en a qui vont faire tout ça en Python avec des librairies spécifiques. Je leur apprends aussi à faire ça en mode dégradé. Au lieu de prendre la cartographie Maps de Kibana, ils peuvent prendre une librairie Python qui s'appelle Folium, par exemple, je cite le nom, et vous faites exactement la même chose. Mais quand vous avez un outil avec une MCO qui est derrière, avec tout qui est préconfiguré, c'est quand même beaucoup plus confortable. Sachant que pour moi, vous avez bien compris que j'essaye d'être feignant, c'est-à-dire que je le fais une fois à la main, et après c'est automatisé. La grosse plus-value d'Elastic et Kibana, c'est l'automatisation. Tout est automatisable. Toute la donnée, toutes les requêtes poussées, avancées, les agrégations peuvent se faire grâce à l'API, grâce aux DevTools. Vous faites beaucoup de choses. Donc effectivement, après, vous avez des beaux dashboards, mais vous pouvez jouer sur le data lake et faire ce que vous voulez avec votre donnée. Autre sujet, là c'était comme Paris, j'encadrais un fil rouge, donc j'avais un groupe d'élèves, ils avaient pour objectif en gros de monter un SOC. En gros, en fait, ils avaient une application vulnérable, DVWA, qui est open source, hein, vous allez chercher. Donc vous pouvez faire des attaques sur les applications web, tout simplement. Donc sur les CWE. Et ils ont mis dessus un WAF, donc ils devaient à la fois voir les vulnérabilités qui étaient existantes et derrière tout implémenter la sécurité, c'est-à-dire comment durcir les systèmes, les réseaux, et surtout monitorer, c'est-à-dire que tous les risques qui ne pouvaient pas en fait, être écartés, on essayait de détecter, de répondre très rapidement. Donc ils ont utilisé le DR Elastic, ils ont utilisé des solutions open source comme pfSense, comme Mode Security en tant que WAF. Et typiquement, je leur apprends à faire des attaques, détecter les scénarios, donc ils voient la donnée, donc ils apprennent, et après ils vont créer des règles de détection afin de mieux gérer leurs risques. Donc c'est vraiment un projet intéressant, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir d'école en disant « moi je suis employable en tant que SOC analyste niveau 2, voire peut-être niveau 3 ». Et je vois que Thomas est perplexe. Mais en tout cas, voilà, c'est des sujets qui moi m'intéressent. Et surtout, comme la communauté élastique, finalement, elle est assez importante, il y a énormément d'erreurs qui peuvent être débuggées par les élèves sur les forums. C'est-à-dire que moi, j'interviens très peu. Je les encadrais, je leur donnais 2-3 directions, donc je les orientais. Moi, je veux ça. Je leur oblige à faire 2-3 scénarios. Et après, ils se débrouillent. Et en fait, je mets des jalons. Et en tant que freelance, effectivement, on cherche du temps, donc je leur fais des réunions le soir très tard pour leur fil rouge. Et à la fin, j'étais vraiment très fier et satisfait de ce qu'ils ont pu produire. Donc c'est pour montrer la facilité à la fois de déploiement, donc des agents. En quelques minutes, ils peuvent déployer des agents, changer la politique. Tiens, on va mettre un nouveau module dessus. Maintenant, avec Kibana, Elastic, il n'y a plus besoin de mettre un agent par type de données qu'on veut récupérer. Tout est dans un Elastic Agent et directement, ça va remonter. Et s'ils veulent rajouter un module, ils n'ont plus qu'à pousser la policy et c'est directement, c'est directement centralisé via l'interface. On passe à un cas d'usage réel donc chez mon client principal, et je travaille pour lui, même plus que Système à Société, donc je ne l'ai pas cité pour le protéger évidemment. Mais un jour, on nous a posé une question, c'était vis-à-vis de notre EDR, en disant c'est quoi l'état de santé de votre parc? Et effectivement, c'était très intéressant. Là, on voit plusieurs vues. Donc, j'ai utilisé l'outil de reporting finalement de Kibana, donc le dashboard. Donc, on a plutôt que
d'extraire à la main un fichier CSV de l'EDR et de le repousser avec le module machine learning éventuellement ou avec un file bit sur Kibana. On a utilisé notre SOR à nous pour directement requêter l'API pour exporter les données donc justement de notre EDR et on l'a balancé sur Kibana. Donc chaque heure c'est mis à jour. Donc on a un état de santé, donc pas en temps réel, mais mis à jour toutes les heures, qui va nous donner justement l'état du parc. On avait X politiques de sécurité, et comment se dire, maintenant on va essayer de mieux centraliser, de mieux manager finalement nos politiques de sécurité et nos exceptions faites pour chaque politique de l'EDR. Ben, mine de rien, utiliser un outil finalement de dashboard ou de BI, on va dire, est quand même beaucoup plus simple pour en déduire de l'information. Je vais citer un exemple de CTI maintenant. Donc, la CTI, elle est géopolitique, elle est opérationnelle, elle est technique, et elle est tactique. Donc, de la géopolitique, on va aller directement jusqu'au TTP, tactique, technique et procédure. Donc, je prends un exemple. Il y a un appel d'offres pour des avions de chasse en Israël. Je change, j'ai pris l'automobile, j'ai pris les bateaux, et là je prends les avions. Vous êtes le RSSI d'un constructeur aéronautique militaire français. Faites un peu d'OSINT, il n'y en a pas beaucoup. Quel groupe constitue, donc groupe d'attaquants, constitue votre principale menace? Donc là, vous pouvez faire de l'anticipation. Donc dans un SOC, dans un CSIRT, dans un CERT, il y a un pôle essentiel qui est l'anticipation. On va essayer non pas d'être dans la réaction, on va anticiper la menace. Donc déjà, on sait qu'il y a un appel d'offres, on peut se dire, grâce aux cartographies, aux mind maps, tout ça, on va se dire, tiens, faut pas être sorti des grandes écoles de renseignement pour se dire qu'Israël n'a pas beaucoup d'amis dans le secteur, et on peut se dire, tiens, est-ce que l'Iran pourrait être une menace, par exemple? On peut se poser aussi la question sur d'autres pays autour. Après, maintenant, si on s'intéresse de près au groupe de hackers, je vais prendre un vieux groupe, mais qui peut rester toujours actif. On va dire, tiens, APT33, il s'intéresse au domaine énergétique et avionique. APT33 serait lié à l'Iran. Donc on a deux sources qui convergent finalement pour me dire tiens, que l'Iran et APT33 seraient ma première menace. Et après, on va se dire, maintenant, on va essayer d'avoir les chemins d'attaque, comment ils vont faire, essayer d'avoir avec quels outils, les IOC, donc les indicateurs de compromission, les adresses IP, les hashes des fichiers éventuellement, donc les signatures des fichiers, les domaines utilisés éventuellement, tout un tas d'IOC pour faire à la fois du threat hunting, c'est qu'on va aller hunter pour voir si on n'est pas attaqué, s'il n'y a pas des choses chez nous qui se passent depuis quelques années ou quelques temps. Et s'il n'y a rien, on va se dire est-ce qu'on ne va pas bloquer en amont et créer des règles de détection spécifiques pour anticiper cette menace-là. Et après, une fois que tout est mis en place, on va se mettre en mode veille. On va essayer de surveiller, par exemple, les réseaux sociaux. Est-ce que sur le dark web, est-ce que sur le web, il n'y a pas des signaux qui me disent qu'attention, là, ils vont passer à l'action? Tout ça fait partie de la CTI et de la vraie CTI. Donc là, j'ai pris un exemple de MISP, mais qui pourrait être fait sur Elastic. Tout simplement. Donc là, on va aller collecter des IOC qu'on va mettre dans une plateforme d'échange d'IOC, OpenCTI, MISP, Threat Quotient, il y en a plein. On voit aussi éventuellement la kill chain utilisée par l'attaquant, donc la matrice MITRE, qui est un standard maintenant qui a été un peu officialisé. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre de mieux répondre à cette menace, donc de mieux gérer finalement ces risques-là. Là, je vous montre aussi un cas d'usage concret, donc du cycle de vie de la donnée, finalement, de comment, chez ce client-là, en fait, on gère avec une équipe qui est quand même assez réduite. On gère du niveau 1 au niveau 3, réponse aux incidents, la partie veille, CTI, la partie, on va dire, exploitation des vulnérabilités par les attaquants, et pas non plus tout ce qui est management des vulnérabilités, c'est-à-dire tout ce qui est patching, c'est pas cette équipe-là. Donc comment on fait? Donc, je vais rebondir sur la présentation qui a été faite avant.
Donc, on a des alertes qui peuvent venir d'un SIEM ou d'un équipement de sécurité. Ça va être récupéré dans un outil qui peut être un SOR, par exemple, au hasard. Les missions, c'est l'anticipation, donc on va mettre la prévention. Donc, je suis désolé, c'est en anglais maintenant. Ça peut être la détection. Et après, c'est la partie réponse, avec le NIST qui va dire justement, quand on a une alerte qui est qualifiée d'incident, les étapes, c'est le containment, on va contenir l'attaque. L'eradication, on va éradiquer la root cause pour éviter d'avoir un suraccident, pour éviter que ça se reproduise plus tard ailleurs. Et après, il y a l'étape de recovery. Et ça doit boucler en lesson learned, qui est important. On est en mode amélioration continue, donc le PDCA, Plan, Do, Check, Act, pour pouvoir essayer d'anticiper et essayer d'éviter que ce genre d'incident se reproduise dans le futur. Donc typiquement, la donnée, je demande à mes analystes à ne pas aller dans X solutions de cybersécurité. Donc tout est géré dans un seul outil, qui est notre SOR. Et quand on reçoit une alerte et que tous les éléments de cette alerte, finalement, tout a été enrichi, on a l'histoire complète de ce qui s'est passé. Donc quand on voit qu'il y a un scan qui a été vu par Elastic, un scan de port par exemple, et que on a le processus qui a déclenché ce scan, on a la personne qui a exécuté ce scan avec tous les éléments qui vont bien, qu'on se rend compte que c'est un local IT qui a juste essayé pour configurer finalement son serveur de faire son scan, on peut légitimement se dire c'est une activité légitime, donc je peux clôturer cette alerte-là, ce n'est pas un incident. Voilà. Alors soit je considère comme faux positif, donc j'essaie d'améliorer ma règle de détection pour éviter que ça se reproduise, soit je quand même continuer de monitorer ce genre d'alerte et je le classifie chez nous comme étant une activité légitime, donc un vrai positif, mais qui n'est pas un incident. Et bien sûr, un peu l'état d'esprit finalement de l'OSINT, d'aller scraper, crawler la donnée, donc tout est APIisable aujourd'hui, même la partie réponse sur les outils est APIisable. Donc effectivement, sur notre SOR, on a développé beaucoup d'intégration pour la partie réponse. Voilà, ça peut même être directement un playbook, on va juste mettre un site et ça va aller directement aller chercher l'ensemble des capteurs de l'EDR éventuellement de ce site-là, interroger les équipements de sécurité périmétrique, isoler les machines, durcir la politique, scanner automatiquement, lancer un scan sur ces machines-là, et envoyer un mail pour expliquer tout ce qui s'est passé et les actions qui ont été entreprises automatiquement via un playbook. Un playbook est juste, comme l'a dit Charles avant, une succession finalement, un code avec des if, else, on va poursuivre, juste tout simplement un code que l'éditeur propose en mode no-code. Pour conclure, j'essaie de vous démontrer que la suite élastique permet de manière simple et naturelle à la fois de collecter, de transformer et d'exploiter la donnée afin d'obtenir de l'information et d'en déduire du renseignement au travers plusieurs cas d'usage que j'ai pu citer lors de cette intervention. Merci beaucoup.